Hello, on espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on voulait te présenter 10 étapes pour devenir digital nomade. C'est vrai que digital nomade, c'est un mot qui peut faire rêver, mais derrière, il y a quand même de l'organisation à prévoir. Donc, si tu ne nous connais pas encore, nous c'est Ludovic et Jeanne, on est digital nomades depuis 2 ans, c'est-à-dire qu'on voyage et qu'on travaille en même temps. On a pu partir en Asie, à Bali, en Malaisie, au Vietnam. On est de l'autre côté, on est au Mexique et on a pu aussi bouger un peu en Europe. Qu'est-ce qu'on a fait en Europe déjà ? On a fait le Portugal, on a fait Porto, Lisbonne, Ericeira. Et dans chaque destination où on va, en fait, on te donne tous nos conseils, les endroits où bosser, et on va continuer de faire ça. Ouais, c'est ça. Donc si tu veux nous suivre, soutenir la chaîne, on t'invite à t'abonner, à nous mettre un like. Et puis juste en lien, en description, si toi aussi tu veux devenir digital nomade, on te donne tous nos conseils à travers des ressources que l'on a faites spécialement pour toi. Donc régale-toi, le lien est en description. Alors, c'est quoi la première étape pour se lancer en tant que digital nomade ? Bon, tu t'en doutes peut-être un peu de celle-ci. Ça va être qu'il faut soit que tu sois indépendant, soit en remote. Il y a 3 options pour être digital nomade. En gros, soit tu as créé ta propre boîte, et dans ce cas, tu fais un peu ce que tu veux, clairement. Ouais, t'es entrepreneur, c'est toi qui décides, c'est toi le boss. Soit tu es freelance. Donc nous, juste au cas où tu le sais pas encore, on est freelance, on est micro-entrepreneurs tous les deux. Donc en gros, freelance, c'est qu'on va facturer des clients pour des services qu'on va leur apporter. Donc moi, typiquement, je fais des services de publicité Facebook et Instagram pour des clients. Donc je vais travailler pour des clients qui peuvent être en France. La plupart de mes clients sont en France et je vais les aider à augmenter leur vente en ligne grâce à la publicité sur Facebook. Et moi, je suis social media manager depuis 2 ans maintenant. J'aide mes clients à performer sur les réseaux sociaux et à gérer leur communauté. Et la 3e option, ça va être que tu peux très bien travailler en remote. Alors peut-être que tu ne sais pas ce que c'est. Le remote, c'est quand tu es en CDI, que tu travailles pour une entreprise, mais que tu as le droit de travailler d'où tu veux, quand tu veux. Non, pas quand tu veux, juste où tu veux. Ouais, on connaît quelques personnes qui font ça, donc qui sont employés, mais qui peuvent travailler d'où ils veulent. C'est pas vraiment notre sujet de prédilection, donc si tu as des questions là-dessus, tu peux peut-être nous les poser, nous on fera le pont, mais on n'est pas spécialisé à ce sujet. Nous c'est vraiment la partie freelancing et c'est sur ça qu'on pourra t'aider. L'avantage de travailler en remote, ça va être d'être en final en CDI et du coup d'avoir ta paye qui va tomber tous les mois. Tu n'as pas besoin de chercher de clients. Ouais, du coup tu vas joindre l'utile à l'agréable, tu vas être en CDI et pouvoir être où tu veux. Par contre, c'est pas aussi libre qu'être freelance. Comme nous, on décide, vraiment, on n'a pas forcément quelqu'un au-dessus de nous qui nous dit où est-ce qu'on doit être. Par exemple, pour le décalage horaire, on n'a pas de contraintes particulières. Mais bon, faut peser le pour et le contre et surtout, ça dépend de ta personnalité. Tout le monde n'a pas envie d'être indépendant, freelance, et il y a des gens qui n'ont pas du tout envie d'être en CDI. Bon, en tout cas, moi, c'est mon cas. Je sais pas pour toi, mais en tout cas, c'est intéressant de savoir que les deux existent. Ouais, dis-nous en commentaire si toi, tu dois plus être freelance, remote ou monter ta propre boîte. Ça nous intéresse grave de savoir aussi qui a envie de devenir digital nomade demain et sous quel régime. Sous quel régime exactement. Pour se lancer en tant que freelance, nous on a utilisé un service qu'on aimerait vraiment te partager parce que ça nous a fait gagner un temps fou, ça nous a simplifié toutes nos démarches. Clairement, moi clairement, je suis un petit peu, comment on dit déjà ? Phobique administrative. Je ne le savais même pas, mais j'ai deviné que c'était ça. Phobique administrative, tout ce qui est papier, tout ça, ça m'angoisse un peu, et encore plus quand tu dois partir à l'étranger et que tu sais que c'est des choses importantes, notamment ton entreprise. Du coup, on est passé par Shine, qui est une banque professionnelle. Ouais, donc c'est une banque totalement en ligne, et le gros avantage, c'est que au-delà de te fournir du coup les éléments qui vont te servir pour ton activité, donc une carte bancaire et un compte dédié, eh bien il facilite vraiment la création de ton auto-entreprise. Donc tu vas pouvoir, on t'a mis un lien en description, tu verras, tu vas pouvoir faire de manière ultra simple
ton statut, c'est eux qui vont s'occuper de tout. Tu vas renseigner en fait quelques éléments, ce que tu veux faire, ton activité, et eux vont faire les démarches à ta place. Et ensuite, tu auras ton statut qui sera livré, tout fait, sans le casse-tête administratif avec ta carte, parce que du coup, c'est eux qui se seront occupés de tout du côté de l'administration. Donc ça, c'est vraiment top de pouvoir se lancer comme ça, sans prise de tête, parce qu'il y a pour beaucoup de personnes, je sais que c'est un frein de se dire, en fait, je veux pas me lancer parce que justement, il y a le côté administratif qui va être compliqué, alors que là, ça t'enlève justement cette épine du pied et pour que tu puisses te lancer de manière beaucoup plus sereine. Il y a un autre truc que je trouve trop cool avec Shine et qui m'a sauvé la vie plus d'une fois, c'est que tu as un assistant administratif 7 jours sur 7. Ça marche sous forme de chat. Tu poses toutes tes questions et il y a des gens de la team qui vont te répondre. J'ai un peu bugué. Des gens de l'équipe qui vont te répondre à toutes tes questions. Notamment, moi, j'avais des questions sur tout ce qui est impôts. Enfin, tu sais, quand si t'es freelance ou pas encore, mais t'as toujours des questions niveau impôts, niveau, je sais pas... domiciliation et toutes ces questions qui vont se poser au fur et à mesure où l'URSSAF, clairement, voilà, pour les premières fois où tu dois déclarer tes charges. Donc voilà, ils sont dispo 7 jours sur 7, ils te répondent très rapidement, ils te répondent toujours avec des liens, des articles et tout ça, c'est vraiment trop bien. On te met le lien en description pour l'offre de Shine, n'hésite pas à regarder si ça t'intéresse. Ouais, ils sont super actifs. Et dernier point, avant d'entrer dans le vif du sujet, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils te font une estimation des charges que tu vas payer à l'URSSAF. Donc directement dans ton compte, quand tu vas recevoir un paiement d'un client, ils vont te dire X%, mets de côté pour pouvoir le garder pour payer tes charges. Donc c'est pas mal aussi pour s'y retrouver. Bon, maintenant que tu as introduit les 3 façons d'être digital nomade, ce que tu peux faire aussi également en parallèle si tu choisis le statut de freelance, c'est savoir quel métier tu veux faire. Parce que déjà, quand tu vas faire ta déclaration pour créer ton statut, ils vont te demander, pas forcément de manière ultra précise, mais dans quel champ d'activité tu veux exercer. Donc c'est bon de le savoir justement à ce moment. Et clairement, cette étape, c'est pas évident. Il y a pas mal de questions qui peuvent se poser. Typiquement, ce que tu fais en CDI, est-ce que c'est applicable à ce que tu veux faire en indépendant? Pas forcément, donc peut-être que tu vas être obligé de switcher, de changer d'activité, d'apprendre un nouveau métier. Donc tu peux te poser pas mal de questions justement pour réussir à trouver sur quel métier tu vas aller. Et surtout, il faut dire que rien n'est inscrit dans le marbre, parce que tu vas pouvoir tester différents secteurs d'activité pour voir au final ce qui te correspond le mieux. Dans les questions que tu peux te poser, au-delà du fait de est-ce que le métier que je fais actuellement en CDI est faisable ou pas, peut-être que tu n'es même pas en CDI, peut-être que tu as tout de suite envie d'être digital nomade, on te comprend. Dans les premières questions que tu peux te poser, moi je suis passée par cette étape, c'est clairement en quoi je suis douée. Alors souvent cette question elle pose un peu problème parce que parfois on se rend pas compte de en quoi tu es doué. Hésite pas à demander aussi à ton entourage, tes potes, ta famille, en quoi ils estiment que tu es doué. Ça va peut-être t'ouvrir des voies. Clairement, moi c'est Ludo qui m'a ouvert les yeux et tous mes potes qui m'ont dit non mais les réseaux sociaux, tu gères ça une main de maître. Je me suis dit ah bon, et du coup je m'y suis grave intéressée. Au-delà de cette question, il n'y a pas juste à se demander en quoi je suis doué parce que typiquement, tu peux être doué, je sais pas, en poterie, mais pas forcément au point d'en créer ton business derrière. Au-delà de la question, est-ce que je suis douée à ça, il faut que tu vérifies quand même aussi, est-ce qu'il y a bien un besoin sur ce marché. Clairement, si tu fais un truc dont personne n'a besoin, tu ne gagneras pas d'argent. Désolé de te l'apprendre ou que tu le sais peut-être. Ouais, c'est vraiment hyper important parce qu'il y a beaucoup d'indépendants qui se lancent en disant moi j'aime ça, je vais faire ça. Et au final, quand ils se confrontent réellement au marché, il y a personne qui a réellement besoin de ce service. Donc il faut réussir à trouver une cible, une niche dans laquelle toi tu te sens bon et voir si ton service répond vraiment à un besoin. Si vraiment tes clients potentiels ont envie réellement de résoudre un problème avec le service que tu vas proposer. On va te donner quelques exemples de métiers de digital nomade qu'on a croisés sur la route. Peut-être que ça va te donner quelques idées. Qu'est-ce qu'on a croisé comme métier ? On a croisé des copywriters, donc c'est l'art de vendre avec les mots. On a croisé pas mal de développeurs. On a croisé d'autres. Des community managers à fond. Community managers, Facebook Ads aussi. Ouais. C'est des métiers qui ont en fait assez le vent en poupe, qui sont quand même assez demandés sur le marché. Des coachs sportifs, coach business, coach toute forme de coach nutrition,
toute forme de coach. Mais ce qu'on veut te dire aussi, c'est que, ok, on a croisé beaucoup de ces métiers-là, mais ça, tu peux faire complètement autre chose. C'est pas parce qu'on a croisé ces métiers-là que c'est ce qu'il faut faire, au contraire. Ouais, du coup, essaye de regarder sur le marché vraiment ce qui se fait. Tu peux aller voir sur les plateformes de freelance comme Malte, par exemple, regarder ce que les gens font s'ils ont beaucoup de missions, par exemple, et aussi en fonction de tes affinités. On va pas te dire, moi je vais faire ça parce que c'est beaucoup demandé, alors qu'en fait peut-être que tu vas détester au final. Clairement, et encore une fois, c'est pas gravé dans le marbre. Si demain tu as envie d'être rédacteur SEO, tu peux, et tu peux très bien dans 6 mois devenir community manager si finalement tu te rends compte que c'est ça que tu veux faire. N'hésite pas. Ouais, carrément. Typiquement, mon frère a commencé à faire des designs de pages web et au final, il a commencé à transiter vers faire de la publicité sur Google et sur YouTube. Donc, c'est un peu lié, mais au final, tu peux avoir cette agilité. C'est le gros avantage en fait d'être indépendant. C'est toi qui vas décider ce que tu as envie de faire et quand tu veux. Bon, une fois que tu as trouvé le métier qui est fait pour toi, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est te former en continu et au maximum pour devenir vraiment un expert de ton domaine. Et puis toi, tu vas gagner énormément en confiance. Est-ce que tu peux nous donner des plateformes sur lesquelles toi tu te formes ? Où est-ce qu'on se forme ? Ouais, carrément. Donc vraiment, se former, c'est hyper important parce que tu vas subir probablement le syndrome de l'imposteur. Donc en gros, tu vas te sentir pas capable de faire ce que tu as envie de faire. Et donc se former, ça va, comme le disait Jeanne, ça va te permettre de prendre en confiance. Donc il y a Open Classroom qui est une plateforme très cool pour se former. Donc formation très qualitative. Il y a Udemy aussi, ils ont des formations très courtes, pas du tout cher, aux alentours de 10 €. Donc s'il y a une question, s'il y a un enjeu de budget pour toi, tu peux aller voir là-dessus. Et sinon, YouTube, les articles de blog, te former auprès des personnes qui font ton métier. Ça aussi, c'est la bonne astuce pour bien se former. Étape numéro 3, maintenant que tu as fait ton statut, maintenant que tu sais quel métier tu veux faire, il est temps de... Trouver des clients. Trouver tes premiers clients. Étape méga importante. On la met en 3e étape. Pas la peine d'avoir un site internet, pas la peine d'avoir tous ces trucs qui vont juste te faire perdre du temps. Maintenant, c'est le moment de gagner des sous. Ouais, c'est sur le papier, c'est simple. Trouver un client, c'est une phrase, ça paraît simple, mais en vrai, c'est compliqué parce qu'il faut réussir à trouver la bonne niche, le bon moyen de contact, le bon service qui va répondre aux bons problèmes. Et ça, c'est vraiment un processus, peut-être qui va prendre des mois pour toi. Mais au final, quand tu auras passé ces premières étapes, tu seras beaucoup plus serein parce que tu seras capable de trouver des clients et tu sais que ton service plaît et que tu vas pouvoir l'effectuer pendant plusieurs années pour être un digital nomade serein. Si on a bien un conseil à donner, même si c'est ce qu'on n'a pas fait, c'est de d'abord trouver tes clients avant de partir à l'étranger. Ce sera beaucoup plus simple pour toi et beaucoup moins stressant. Ouais, et au final, du coup, pour trouver des clients, comme je disais, sur le papier, c'est simple. Soit tu les contactes, soit ils viennent à toi. Donc, il y a 2 scénarios. Et nous, ce qu'on a fait, on a créé une formation pour t'aider justement à trouver tes premiers clients 100% à distance. Donc là, on est en train de travailler sur une 2e version. Je ne sais pas quand est-ce que tu verras cette vidéo. En tout cas, tu auras tout le lien, tu auras toutes les infos en description pour vraiment t'aider à trouver tes clients à distance. C'est clairement important parce que c'est ce qui va te permettre de faire décoller ton activité et d'être beaucoup plus serein sur le futur. Une question qu'on nous pose souvent, c'est « Ah, mais comment vous faites pour bosser avec des clients à distance ? Est-ce qu'ils sont OK ? S'ils sont pas contents, qu'est-ce qu'on fait ?» Nous, clairement, on est hyper transparent avec nos clients au moment de la vente, donc quand c'est encore nos prospects, en leur disant qu'on bosse essentiellement à distance. Ce qui est hyper important, c'est que tu les mettes en confiance en leur disant, toi, que tu vas leur proposer des outils adéquats, qui ne sentiront finalement même pas ni le décalage horaire, ni la distance. C'est à toi de t'adapter, c'est hyper important. Ouais, clairement, en fait, faut pas faire subir un désagrément à ton client. Parce que c'est toi qui as décidé de vivre ce mode de vie. Donc c'est à toi de prendre cela en conséquence. Et si un jour tu dois faire un call à une heure improbable, c'est toi qui auras décidé et c'est pas ton client qui devra du coup faire son call par exemple à une heure improbable. Et si t'es un peu fou comme nous on a décidé de partir directement sans avoir de clients. On a commencé à prospecter en fait directement depuis l'étranger. Le mieux, c'est d'avoir du coup des économies de côté. 6 mois, 8 mois de vie de côté pour éviter de stresser au quotidien et surtout ne pas rabaisser tes prix sous prétexte que tu as besoin d'argent très rapidement.
Ne pas rabasser tes prix et ne pas accepter le premier client venu qui ne te correspondra pas du tout, une mission que tu n'as pas du tout envie de faire. Voilà, l'idée c'est de commencer sereinement et pour que tu ailles le plus loin possible. Exactement. Et le quatrième point, c'est il faut que tu penses à tout, notamment la partie courrier, paperasse, assurance. Hyper important de ne pas négliger ces points et on va t'expliquer tout ça de manière très distincte pour que tu évites justement de faire ces erreurs. Les questions les plus importantes à te poser, on t'en a mis quelques-unes, on t'a pas tout mis, mais ça va être qui va gérer ton courrier principalement. Ouais. Ça va être comment tu fais si tu perds, je sais pas, ta carte d'identité ou ton passeport. Ça va être que faire qui t'appelle si ta carte bancaire est bloquée ou que, je sais pas, on t'a retiré 6 000 € sur ta CB parce que t'étais à l'étranger. Et que faire si tu te casses la jambe. Autre question que tu peux te poser, c'est ton appart, qu'est-ce que t'en fais? Tu le lâches, tu le gardes, tu le sous-loues. Nous, on a lâché notre appart, comme ça on est beaucoup plus libre. Mais après, à toi de décider ce qui est le mieux pour toi. On va te donner quand même quelques conseils pour répondre à ces questions. Pour la partie courrier, il y a deux solutions. Soit tu décides de faire réexpédier ton courrier chez ta famille, par exemple, ou un pote qui accepterait. L'avantage, c'est que si tu reçois un courrier important, je sais pas, les impôts, l'URSSAF, les seuls qui envoient encore des courriers d'ailleurs, ils pourront t'envoyer une photo si t'es à je sais pas combien de kilomètres. Tu pourras réagir assez rapidement. Pareil, si tu reçois une carte bancaire parce qu'elle arrive à expiration, faut bien penser à ces questions-là. Il y a une autre solution, c'est les services de domiciliation d'entreprise. Ouais, c'est pour ton entreprise, du coup, tu peux faire réexpédier tout ton courrier via ces services. Et il y a plusieurs options. Moi, ce que je fais, c'est que quand je reçois un papier qui est allié à mon entreprise de domiciliation va scanner le courrier. Comme ça, je vais le voir. Et après, je décide ou non s'ils doivent me l'envoyer. Donc, je le ferai envoyer, par exemple, chez mon père. Ou si le courrier est pas important, du coup, il est juste scanné et puis il n'y a pas de suite. Deuxième conseil, on te conseille de souscrire à une assurance santé, parce que si t'as un souci à l'étranger, ça peut arriver, on te le souhaite pas, mais ça peut arriver. Nous, on est chez Safety Wings, c'est une assurance pour les digital nomades, ce n'est pas sponsorisé, mais nous on a choisi cette assurance, on paye environ 35 € par mois si je dis pas de bêtises. C'est ça. Si demain on a un accident, on se casse, un bras, une jambe, on doit retirer les dents de sagesse, on sait qu'il faut les appeler et ensuite derrière, ils vont nous rembourser. Logiquement, totalement, à vérifier selon leurs conditions. Ouais. Et le dernier point, celui-ci on l'a rarement entendu, mais c'est de faire des photocopies vraiment de tous tes papiers importants, carte d'identité, passeport, permis, et les avoir en fait sur toi. Nous on a une pochette avec tous nos documents, donc scannés au cas où si jamais on perd nos portefeuilles, on perd nos passeports, etc. On a quand même une trace. Même si c'est pas l'original, on a quand même une trace sur nous et du coup ça facilite aussi grandement les démarches si on doit refaire un passeport, refaire une carte d'identité, etc. Et on a aussi dans un dossier sur notre ordinateur. Exactement, dossier, soit Google Drive, soit si c'est des données sensibles, tu mets dans quelque chose qui va être sécurisé, type Dashlane, et comme ça te permet d'y avoir accès sans que ce soit la porte ouverte à tout le monde et que toi tu as un code secret pour pouvoir y accéder. Le cinquième point, je pense qu'il va intéresser beaucoup de personnes, c'est comment tu choisis ta destination pour ton trip. Donc là, il y a plusieurs écoles. Soit tu vas à l'étranger, très loin, parce que t'aimes la partie exotique. Soit t'aimes la montagne et tu vas aller en France à la montagne pour faire du ski l'après-midi, par exemple. Là, clairement, c'est en fonction de tes goûts et de tes envies. Mais ce qu'on te conseille réellement, si t'as jamais fait ça, travailler en mode digital nomade, c'est de commencer par faire 2-3 semaines, pas trop loin de chez toi, pour voir comment tu t'appropries ce style de vie et pour pas te retrouver en fait au final à l'autre bout du monde en disant en fait je kiffe pas, j'y arrive pas à travailler et je veux rentrer. Alors comment choisir ces destinations? Pareil, c'est une question qui revient souvent, mais au final c'est pas si compliqué. Alors il y a deux choses, tu peux déjà regarder sur le site nomadlist.com, on te mettra aussi le lien en barre de description, tu auras énormément de liens en barre de description. Nomadlist.com, c'est un site qui référence en fait les meilleurs endroits pour être digital nomade. Donc ça va calculer est-ce qu'il y a une bonne connexion Wi-Fi, la température parce que c'est quand même très important, le coût de la vie et tout
tout plein d'autres questions, on te laisse aller voir. Nous, on passe souvent par ce site pour trouver aussi des idées de nouvelles destinations, des idées auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Les points à checker pour nous qui sont les plus importants en premier, ça va être la connexion Wi-Fi. Évidemment, tu peux pas aller sur une île déserte où il n'y a pas internet, sauf si t'es écrivain, que t'écris un bouquin pendant je sais pas combien de mois et que t'as besoin d'être au calme, ok. Mais nous, en tout cas, dans nos métiers, on a besoin d'avoir internet tous les jours, on a des calls tous les jours, il nous faut une bonne connexion Wi-Fi. Après, autre critère qu'on regarde, c'est le coût de la vie sur place. Juste petit bémol, le site Nomadlist parfois a tendance à surélever le coût de la vie. Donc on te conseille aussi de faire des recherches par toi-même aussi pour avoir le coût réel de la vie là où tu veux aller. Ce qu'on aime bien checker aussi, nous, c'est est-ce qu'il y a des endroits pour bosser, c'est hyper important. Est-ce qu'il y a des coworking, est-ce qu'il y a des cafés où on peut bosser. Pareil, tu peux checker encore une fois sur Nomadlist, mais aussi sur YouTube. Nous, on fait plein de vidéos à ce sujet. N'hésite pas non plus à demander dans les groupes Facebook où est-ce que les gens bossent, tu trouveras plein de recos. Après, évidemment, les questions que tu dois te poser, c'est les questions qui sont importantes pour toi. Nous, on se pose peut-être pas les mêmes questions que toi. Par exemple, si toi, tu vas demain voyager seul, tu peux te demander est-ce que c'est un endroit safe où je vais me sentir en sécurité si je voyage seule, notamment si je suis une femme. Ça peut être une question hyper importante. Il y a d'autres questions qui peuvent être hyper importantes pour toi, genre je sais pas, est-ce que le pays accepte les homosexuels, est-ce que le pays, je sais pas, il y a d'autres questions. Est-ce que t'aimes faire la fête par exemple? Oui, voilà. Du coup c'est vraiment des arguments qui sont libres à toi de décider. Ensuite, pour la durée de ton trip, il y a 2 choses à bien prendre en considération. Déjà, tes envies, premièrement, mais aussi la notion de visa. En tout cas, nous, on a une durée qu'on aime beaucoup qui est environ de 3 mois dans une destination. Alors, on a bien conscience que c'est pas forcément possible pour tout le monde, mais ça nous semble important dans le sens où on a besoin aussi, on se rend pas compte, mais à l'étranger, la vie est vite très fatigante. Surtout quand tu bosses toute la semaine. Le week-end, tu vas avoir envie de visiter autour de toi, mais aussi, surtout, de te reposer et c'est un point super important. Si tu penses que la vie de digital nomade, c'est bouger toutes les semaines, changer de pays toutes les semaines, tout en essayant de travailler, ça va être complètement impossible. Hein. Tu vas peut-être faire ça un mois et au bout d'un moment, tu seras complètement cramé. Pour ton business, ça va pas être bon et pour toi. Donc au final, c'est pour ça qu'on préconise de rester un minimum 2 mois, 3 mois, c'est bien pour avoir le temps de tout faire en fait sans t'épuiser. Après, évidemment, encore une fois, ça va dépendre aussi des destinations. Si t'es dans un mini village, peut-être que 3 mois, ce sera beaucoup trop long, versus si t'es dans un endroit où il y a plein de choses à voir, plein de choses à faire. En effet, là, tu pourras peut-être rester même plus 6 mois. Enfin voilà, ce dont t'as envie toi. Et après, n'oublie pas les notions de visa. Bien checker. Voilà, tu tapes visa, durée visa sur Google. Pour un Français et tu check après. Nous par exemple ici au Mexique c'est environ 6 mois, c'est en jours, j'ai plus le nombre de jours exact, je crois que c'est 180 jours. Du coup voilà, on sait qu'on peut pas rester plus de 6 mois ou sinon on sera obligé de sortir pour rentrer. Étape importante avant de partir, ça va être de discuter avec d'autres digital nomades qui sont sur place, de les questionner, de leur poser vraiment toutes les questions pour savoir si en effet cette destination va te correspondre. Bon, si c'est à 3 km de chez toi, je pense que ça va, mais par contre si en effet c'est, je sais pas, à Bali, au Mexique ou d'autres destinations, tu peux avoir quelques questions, quelques stress. Ce qu'on te conseille du coup c'est d'aller dans les groupes Facebook, tu tapes Digital Nomade plus la destination, tu peux le taper en anglais, tu peux aussi taper les Français et la destination et tu auras aussi pas mal d'expats. Sinon tu peux aller dans un groupe Facebook un peu plus global de Digital Nomades français, il y en a plusieurs, notamment le nôtre qui s'appelle la communauté des Digital Nomades français. Ouais, il y a French Digital Nomad aussi, c'est le plus gros. Comme ça, tu pourras vraiment avoir un panel et poser tes questions, c'est hyper important aussi parce que c'est les gens qui vivent la vie dont tu as envie de vivre, c'est eux qui pourront le plus répondre à tes questions. Tu peux aussi voir sur Instagram en tapant la localisation ou Digital Nomad France ou voilà, via les hashtags, chercher d'autres Digital Nomades dans les destinations que tu as envie de faire. N'hésite pas à leur envoyer un petit MP. Si vraiment on a un conseil à donner, c'est de pas hésiter à écrire aux gens. Nous, on a commencé comme ça, on a rencontré plein d'autres digital nomades. Et franchement, qu'est-ce que tu risques à part peut-être qu'on ne te réponde pas. On va te laisser un vu. Voilà, t'auras un vu. Donc au pire, c'est pas très grave. Et au mieux, t'auras des super potes à travers le monde.
Un point à pas oublier, c'est que quand tu es digital nomade, tu es pas en vacances. Donc il faut que tu sois capable de trouver ton équilibre entre travail et loisirs. Donc nous, en termes d'organisation, on travaille bien toute la semaine, donc du lundi au vendredi. Parfois, on prend le vendredi après-midi off si on veut faire un long week-end ou si on a beaucoup travaillé dans la semaine. Et ensuite, le week-end, on profite de la destination où on est. Ça peut paraître compliqué de bosser quand tu es à l'étranger. Pour ça, nous, on a développé des petites méthodes de productivité. Donc, moi, la mienne, c'est la technique Pomodoro. C'est de me concentrer sur des blocs de temps de travail. Donc, on appelle ça des deep work aussi. Où, par exemple, pendant 49 minutes, je vais me mettre un chrono et travailler à fond sur une tâche sans distraction. Et ensuite, je prendrai 5 minutes de pause. Et je vais enchaîner des Pomodoro comme ça dans la journée. Comme ça, j'aurai du travail vraiment hyper profond, très productif, sans être dérangé. Et ça me permettra de faire les tâches de manière beaucoup plus efficace et rapide pour finir la journée plus tôt. Et profiter soit du sunset, soit d'un verre, une petite bière. Margarita, ici par exemple, c'est l'astuce. Toi, comment tu t'organises ? Moi, j'ai une organisation un petit peu différente, c'est-à-dire que chaque dimanche, je vais organiser ma semaine complète. Je sais à peu près quelle mission me prend quel temps. Et du coup, je vais me dire, ok, mardi après-midi, je fais du batching, c'est-à-dire que la même mission pendant un après-midi complet. Par exemple, je fais toutes les stories pour ce client-là pendant 3 heures. Ensuite, le lendemain, je vais faire pendant 2 heures toute la création des différents posts sur une durée déterminée. Pareil, du coup, j'essaie de m'organiser pour me dire, ok, je finis pas trop tard, comme ça, si je veux profiter de ma soirée, c'est cool. On a une margarita avec moi, du coup. Je me retrouve pas tout seul à boire. Étape numéro 8, il va falloir que tu trouves un logement à l'étranger. Comment faire pour trouver un logement à l'étranger ? Il y a plusieurs manières de trouver un logement et cela dépendra aussi de la durée de ton trip. Il y a des endroits qu'on va te conseiller de checker pour chercher un logement, dont un que tu connais sûrement, c'est Airbnb, mais bon, est-ce que j'ai besoin de le décrire ? Je ne pense pas. Mais il n'y a pas que ça, et c'est là où ça devient intéressant. Il y a un site qu'on recommande souvent et qu'on va te donner, c'est flatio.com. C'est un site un peu méconnu encore où tu peux trouver des logements sur plutôt une durée assez longue, je crois que c'est minimum 1 mois. C'est un site super intéressant parce qu'aujourd'hui il y a quand même pas mal de logements moins chers que sur Airbnb, donc on te conseille d'aller checker. Ensuite, les co-living, donc ce sont des coworking avec des espaces pour dormir. On a pu en tester un à Biarritz, c'était trop cool, on va te mettre la vidéo ici. Va être les espaces de coworking où tu vas pouvoir bosser. Donc là, il y a plein de bureaux, des petits messages avec les différents events de la semaine auxquels tu vas pouvoir participer. Et là, on arrive dans l'espace cuisine et encore coworking. Donc je te montre d'abord la cuisine. Donc grande cuisine, hein, avec îlot central, il y a des tables où tu peux également bosser là-bas. Et ça peut être une bonne alternative si tu es tout seul, par exemple, si tu as peur de te retrouver tout seul à un endroit. Tu peux aller dans un co-living et tu sais qu'il y aura d'autres digital nomades qui seront là pour dormir et pour aussi bosser. Donc c'est top, ça peut être vraiment la bonne alternative pour toi. Les 2 co-living les plus connus et qu'on te conseille, ça va être Outsite et Selina. Tu peux regarder, ça peut aussi te permettre de trouver des idées de destination. Ouais, carrément. Ensuite, pour trouver un logement, il y a un truc auquel, pareil, tu vas pas forcément penser, mais qui est vraiment génial, ça va être les groupes Facebook, encore une fois. Tu peux taper accommodation plus le nom de la ville où tu vas aller. Vaut mieux le taper en anglais, tu auras quand même plus de résultats. L'avantage, c'est qu'il y a pas mal de gens peut-être qui vont te contacter, qui vont te proposer des logements. Souvent, c'est quand même beaucoup moins cher que via les plateformes. Et dans les différentes villes où on a été, c'est vrai que parfois, tu as des agents immobiliers, mais plutôt qui sont sur les groupes Facebook. Ok, tu vas les payer un petit peu plus, ils ont une commission, mais ils vont te trouver des logements super cool et toi, ça te permet aussi d'être rassuré. Ouais. Nous, ce qu'on te conseille, c'est de rechercher sur place directement. Quand tu vas arriver dans un endroit, tu vas prendre par exemple une chambre d'hôtel pour 3-4 nuits et ensuite tu vas pouvoir contacter des personnes soit via les groupes Facebook, soit Airbnb et faire les visites directement. Ça permettra déjà de négocier avec eux et surtout voir si Internet est bon dans les appartements. Tu pourras faire un test directement, un test de qualité du Wi-Fi. Ça peut éviter les mauvaises surprises, notamment s'il y a des travaux à côté, notamment s'il y a des voisins trop bruyants, si finalement en fait il n'y a pas de fenêtre.
Il faut se méfier, mais parfois c'est vrai que dans certains pays, les photos sur Airbnb sont vraiment avantageuses et une fois que tu arrives sur place, t'es un peu deg. Typiquement, si t'es à côté d'une route, ils vont pas le mettre sur Airbnb, ils vont pas l'écrire. Ce qui est pas mal aussi de regarder, c'est les commentaires des logements que tu choisis. Souvent, ça peut t'aiguiller s'il y a un souci. Étape numéro 9, ça va être de trier tes affaires et de faire ton sac. Alors si on a bien un conseil, ça va être d'être le plus minimaliste possible. Nous, dans nos affaires, on n'a pas grand-chose, clairement. On a quelques vêtements, notre matos pour bosser, et c'est tout en fait. Enfin, si, une trousse de toilette, mais vraiment ne t'encombre pas de petites choses où tu te dis mais si j'aurais peut-être envie de mettre cette petite robe, si mais j'aurais peut-être besoin de ce médicament. Si c'est un médicament important pour toi, oui, ok, mais clairement prends le moins de choses possible, tu trouveras toujours tout sur place, que ce soit du déo, du dentifrice, je passe tous les détails, mais ça sert à rien de se surcharger et tu seras bien content à l'aéroport ou avant de prendre ton train d'avoir le moins de choses possible dans ton sac. Prends le strict nécessaire. Ouais, nous on a toute notre vie quasi dans un sac à dos chacun de 50 litres. Donc clairement un sac à dos qui passe en cabine. Et l'idée c'est vraiment d'être minimaliste au plus possible pour éviter que tes affaires te possèdent et qu'en fait tu aies 1 milliard d'affaires à trimballer sur toi. Et la dernière étape, maintenant que tu as vu tout ça, c'est partir et profiter au maximum de ton expérience. Maintenant, il ne te reste plus qu'à booker soit ton billet d'avion, soit ton billet de train, soit ton billet de bus. Petit disclaimer aussi, regardez, ça dépend où tu vas. Parfois, tu vas devoir faire ton visa à l'avance. Donc, pense à bien regarder. Ce serait dommage d'arriver dans le pays et te rendre compte qu'en fait, tu n'as pas fait ton visa parce qu'il fallait le faire 1 semaine avant. Donc, note-toi bien ça. Regardez le visa avant d'arriver. Et nous, ce qu'on aime bien faire, c'est bien arriver à un endroit le week-end. Comme ça permet d'avoir tout le week-end justement pour prendre ses marques et éviter de se retrouver directement dans le jus du boulot. Ou sinon, ce que tu peux faire, c'est prendre quelques jours off pour t'acclimater, découvrir l'endroit et pour profiter aussi dès ton arrivée. C'est un point qui est hyper important parce que ça va te permettre de faire tes marques et de commencer à te créer une routine, ce qui est important quand tu arrives dans une nouvelle destination. Notamment par exemple le décalage horaire. Bon, clairement il va falloir t'en remettre un petit peu. Si tu as 7 heures de décalage, il va falloir que tu te reposes. Mais aussi ça va être où est-ce que tu vas faire tes courses, faire tes premières courses. Réfléchir à où est-ce que tu vas pouvoir aller bosser si tu l'as pas fait en amont, aller checker les cafés, vérifier qu'il y a bien des prises, aller checker les prix du coworking à côté de chez toi, visiter les alentours, vérifier là où tu vas pouvoir aller acheter tes fruits et légumes. Ce qu'on aime bien aussi nous faire, c'est acheter une SIM locale, comme ça si jamais tu as des galères de GPS ou d'internet, ça peut toujours te servir. Ça y est, logiquement, il ne te reste plus, si tu as suivi toutes ces étapes, il ne te reste plus qu'à kiffer l'expérience à 100%. En tout cas, si tu te lances, n'hésite pas à nous écrire. On est dispo ici en commentaire, on est dispo sur Instagram en MP, on est dispo un peu partout. Tu peux nous écrire, on a trop envie de savoir comment se passe ta première expérience de digital nomade. Ouais, c'était une grosse vidéo, mais on avait besoin de faire ça pour te donner toutes les étapes. C'est important de savoir bien respecter ces étapes, surtout pour éviter de te perdre. Beaucoup de personnes se disent ça va l'air d'être compliqué, digital nomade. Et techniquement, si tu suis toutes ces étapes, tu verras que ce sera beaucoup plus simple. C'est vraiment de la logique, du bon sens et vraiment de l'envie et de la motivation. Voilà, on te souhaite une bonne journée et on te dit à très vite. À très bientôt. Salut!